Alors, sans transition, on va passer à la présentation du deuxième référentiel, donc la recommandation de pratique professionnelle qui s'appelle Facteurs humains en situation critique. Et donc pour ça, on va avoir la chance d'accueillir le docteur Bijoc et le docteur Jolin, donc une RPP commune entre la SFAR et le groupe Facteurs humains en santé. Je vous en prie, installez-vous. Alors un titre qui veut peut-être vous paraître un petit peu obscur, mais vous allez voir, vous allez probablement découvrir et apprendre, comme nous on a pu le faire quand on a commencé à vous accompagner sur ce projet, des choses extraordinaires et qui sont vraiment de nature à modifier nos pratiques pour, c'est le thème du congrès aussi, mieux vivre notre expérience au bloc opératoire et en réanimation. C'est à vous. Alors, bonjour à tous. Déjà, on va vous proposer d'utiliser votre téléphone portable pour scanner le QR code. On apprend des erreurs des autres. Donc, du coup, on le fait tout de suite. Voilà. On a rectifié la diapo en live. Ça va être le thème. Oui. Bon, c'est surtout de ses propres erreurs qu'on apprend. Mais... Okay. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre présence. Donc je suis le docteur François Jolin et je suis aux côtés du docteur Benjamin Bijoc là pour vous présenter les recommandations de pratique professionnelle sur les facteurs humains en situation critique. Donc c'est des recommandations qui sont bipartites entre la SFAR et facteurs humains en santé. Donc je vais profiter juste de quelques instants pour vous présenter Facteurs humains en santé. C'est une association dont la richesse et la particularité est d'être pluridisciplinaire. C'est une jeune association, elle est officiellement existante depuis 2019. Puis bon, voilà, il y a des gens dans la salle que j'ai pu apercevoir qui étaient déjà présents sur les premières réunions qui ont eu lieu presque pendant le congrès de l'ASFA en 2017. Donc il y a un lien fort entre ces deux entités. C'est une association qui est composée de soignants, de chirurgiens, médecins, infirmiers, mais surtout de professionnels issus d'autres industries à risque, du milieu aéronautique, militaire, nucléaire. Et on a pas mal de personnes qui ont souvent deux casquettes. Donc il y a des ergonomes, pilotes d'hélicoptères et dentistes, pilotes et anesthésistes. Donc voilà, il y a un truc assez sympa. Et je suis ravi d'être là parce que c'est pour nous une chance de faire ces recommandations aux côtés d'une société savante comme la SFAR. Et c'est aussi une occasion pour nous de féliciter la SFAR de s'engager sur ce sujet qui est important. Et c'est la première société savante du coup à le faire. Donc on est vraiment ravis. Merci. Je suis ravi aussi de vous présenter ce travail d'équipe aux côtés de François. Donc, ce projet, en fait, il remonte à déjà au moins 2 ans. Il est à l'initiative du comité acute de l'ASFAR, qui a coordonné ce travail avec Pierre Pasquier et moi-même. On a été aidés par Julien Picard du comité analyse et maîtrise des risques. Et on a voulu que ces recommandations soient la plus transprofessionnelle possible, en incluant des comités comme le comité IAD, IDE, le comité de vie professionnelle, santé au travail, et puis bien sûr le comité des référentiels cliniques pour la méthodologie. On a eu la chance aussi d'avoir des experts de l'Institut de recherche biomédicale des armées, et puis bien sûr la moitié des experts qui font partie du groupe Facteurs humains en santé. On ne pouvait pas commencer ces RPP sans rendre hommage à Sophie Amada qui nous a quittés brutalement et qui était une de nos expertes sur ces RPP. Elle a travaillé sur la question du briefing et sur celle des interruptions de tâches. Je sais à quel point ces RPP étaient importantes pour elle. Et donc, on voulait lui rendre hommage en commençant ces RPP par un briefing de qu'est-ce que
les facteurs humains. Donc les facteurs humains, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse en fait à comprendre les interactions entre les êtres humains que nous sommes et les autres éléments d'un système souvent complexe, qui est la prise en charge ici du patient. Le but, c'est d'optimiser à la fois le bien-être humain et la performance globale du système. Pour ça, les facteurs humains en fait, étudient le fonctionnement humain, organisationnel, et s'appuient sur d'autres disciplines comme la sociologie, la physiologie, l'ingénierie, l'ergonomie, la psychologie. En fait, l'étude des facteurs humains utilise une analyse systémique de différents facteurs qu'on pourrait regrouper comme des facteurs cognitifs, physiques et organisationnels. Alors, le contexte dans lequel on a commencé ces recommandations de pratique professionnelle, ce sont des contextes des situations critiques. Alors, situation critique, le mot critique, il est à expliquer. C'est critique ici au sens, on va dire, vulgaire du terme, au sens commun. Mais dans le monde de l'analyse du travail, de l'ergonomie, des facteurs humains, il s'agit en fait de situations de crise. Alors, les situations de crise, ça va vous parler évidemment, c'est des situations qui présentent un certain nombre de caractéristiques et qui ont pour faire simple, l'usage de ne pas être routinière. Donc c'est des situations qui sont pleines d'incertitudes, dans lesquelles le système est dynamique, c'est mouvant, il y a une inertie, il y a quelque chose qui va vite. Il y a une complexité, il peut y avoir plusieurs intervenants, la charge de travail peut être importante, la charge mentale. Il y a une criticité qui est forte. Quand on parle d'accident industriel, il y a une criticité forte. Nous, dans notre situation, ce sera le décès du malade, ou en tout cas son pronostic vital. Et puis bien sûr, il y a une contrainte temporelle. Si on ne fait rien, le système évolue et évolue sur une issue fatale. Dans les recommandations pratiques professionnelles, vous avez des questions qui sont formulées avec l'acronyme PICO, et donc le O a renvoyé dans beaucoup de ses réponses à la qualité et à la sécurité des soins. C'est évidemment illusoire de penser qu'on va pouvoir rentrer dans le détail de ces deux termes-là, parce que c'est des domaines scientifiques et des champs importants. La sécurité est une science en elle-même qui peut être abordée entre autres par la porte facteur humain, et qui globalement est un domaine qui permet qui œuvre et qui permet de prévenir et réduire les risques, les accidents et les conséquences de ces accidents. Et la qualité, alors c'est parfois connu maintenant de plus en plus avec les normes ISO, ce genre de choses, mais c'est un ensemble de mesures qui va permettre justement d'évaluer l'état de santé et des pratiques qui vont permettre ensuite éventuellement d'évaluer aussi la survenue d'événements. Alors le briefing se termine, on a parlé du quoi, on a parlé du quand, le quand c'est maintenant, on va se donner encore 25 minutes de discussion. Les issues de secours sont derrière, il y a beaucoup de médecins dans la pièce, donc si quelqu'un fait un malaise, ce sera Régis Fusier qui sera nommé responsable de sa prise en charge, et je vous propose qu'on commence maintenant ces RPP. Nous avons décidé de vous faire vivre un cas clinique immersif, basé sur des choses qui sont de la vie de tous les jours. Si jamais ça ressemble à quelque chose que vous avez vécu, c'est complètement fortuit. Et je vous propose qu'on y aille. On va vivre 24 heures en anesthésie-réanimation, mais ça peut s'appliquer dans d'autres contextes. Et on va essayer de réfléchir à nos pratiques et nos comportements, en tout cas un échantillon. Donc demain, vous arriverez dans votre service, il sera 7h30. Et dans le service où vous arrivez, quand vous êtes de garde, on est sympa avec vous, l'organisation a essayé de gérer un peu cette difficulté, et vous met sur le programme de chirurgie programmée le plus light, celui où le programme se termine tôt. Et là, aujourd'hui, c'est la chirurgie pédiatrique, où vous êtes à l'aise parce que vous avez l'habitude d'en faire dans la structure où vous êtes. Et donc, vous commencez votre prise en charge d'un patient de 2 ans qui vient pour amygdalectomie. Et voilà, l'intervention se passe bien. Seulement, en fin d'intervention, il présente à l'extubation un bronchospasme. Et là se pose une question. Est-ce qu'on peut réaliser un briefing à ce moment-là? Alors, première question, vous pouvez voter. Est-ce que c'est une perte de temps? Il est en train de faire un bronchospasme, est-ce qu'on doit discuter à ce moment-là? Ça va retarder la prise en charge, il faut rapidement agir, c'est un enfant. Derrière, ça peut se compliquer. Est-ce que faire un briefing permet d'attribuer les rôles de chacun? Et est-ce que ça permet de répartir éventuellement la charge de travail?
On va s'arrêter là, merci. Ok, bon, bah, ça me rassure. Donc évidemment, les briefings, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a différents types de briefings. On peut faire des briefings qui prennent 5, 10, 15 minutes, comme on peut faire des briefings qui durent 30 secondes, 10 secondes, pour appeler à l'aide, pour organiser effectivement la répartition des rôles, définir précisément qui est le leader et ce qui va être fait. Et c'est ce que recommandent les experts, qui suggèrent donc de réaliser un briefing avant la prise en charge afin d'améliorer les performances de l'équipe, le climat de sécurité et diminuer le taux d'événements indésirables. Si vous êtes appelé dans les étages pour un arrêt cardiaque, pour réaliser une réanimation cardio-pulmonaire, vous pouvez tout à fait, le temps du trajet, réaliser ce briefing. Évidemment, il sera un peu plus long que dans cette situation de bronchospasme. Les briefings, c'est quelque chose sur lequel la HAS a aussi proposé voilà, une petite cartographie, enfin une petite carte, pardon, et qui sera dans les annexes de la RPP. Et vous voyez, c'est assez simple. Pourquoi, c'est quoi, quand, où. Et donc, il y a différentes possibilités. On peut aussi faire un briefing avant d'annoncer un dommage associé aux soins ou autre. Bon, finalement, tout se passe bien. Vous ramenez le patient en salle de réveil. Et malheureusement, il est toujours un petit peu oxygéno-requérant. Donc, vous demandez à l'infirmier de salle de réveil, fais-lui un dadré, s'il te plaît, merci. Et là, je vous pose une question. À quoi correspond pour vous cette prescription ? C'est pas une question facile. Il faut réviser un peu la pédiatrie. On s'arrête là. Ouais. Alors, en fait, comme vous le savez, on est français et du coup, on ne peut pas avoir 20 sur 20. Donc, il n'y a aucune bonne réponse. Et puisqu'effectivement, la phrase n'est pas claire. Et donc, elle peut renvoyer à tout et n'importe quoi, même si effectivement, je vous ai un petit peu ancré, enfin, on vous a un peu ancré sur l'AD et dans le contexte. Mais malgré tout, il y a eu des accidents liés à ce type de prescription et exactement dans ce contexte-là où, effectivement, il y a eu 1 mg d'adrénaline en IVD qui a été injecté. Donc, ce que suggèrent les experts, c'est effectivement de sécuriser la communication. Et là, comme vous êtes attentif, vous percevez l'incertitude chez cet infirmier de salle de réveil, et donc vous précisez votre prescription orale. Et là, l'infirmier de salle de réveil répète votre prescription. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que répéter une demande orale et comprise est une perte de temps ? Est-ce que c'est un signe que l'IDE manque de confiance en lui ? Bon là, en effet, il est jeune. Il vient d'arriver en SSPI, c'est un environnement qui le stresse un peu. Ou est-ce que répéter une demande permet de valider sa bonne réception ? Et enfin, quand on se connaît tous, que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on est dans une équipe qui se connaît bien, est-ce que c'est utile aussi de répéter comme ça une prescription, une demande ? Alors, ça fait plaisir. Donc effectivement, c'est ce que conseillent les experts. Il faut utiliser une communication sécurisée et standardisée. Sécurisée, c'est effectivement utiliser des outils qui sécurisent la communication. Un exemple d'outil, c'est la communication en boucle fermée. Donc pour faire brièvement la description de cette boucle fermée, je prescris, je demande d'injecter 1 mg en IVD maintenant d'adrénaline. L'infirmier collationne, c'est le terme qu'on peut utiliser parfois dans certains environnements. Donc il répète la prescription, il dit OK, j'injecte 1 mg en IVD maintenant d'adrénaline. Et donc vous vous dites OK. Donc là vous avez ce qu'on appelle fait une boucle fermée. Alors c'est un outil de communication, ça c'est un exemple. Évidemment d'autres outils permettent de sécuriser la communication. Le fait d'utiliser des unités précises, le fait d'éviter les acronymes. Et puis la standardisation, c'est le fait qu'ensemble, on se soit mis d'accord pour utiliser les mêmes règles. Et on peut par exemple parler du SAED aussi, SAED, pour appeler à l'aide, ce genre de choses. Bon, vous repartez au bloc, et puis vous commencez à donner des coups de main. Et là, vous reprenez une salle et vous êtes confronté à une intubation difficile qui nécessite d'appeler à l'aide. Et vous voyez arriver un collègue et il demande qui est leader. Là, vous répondez, qu'est-ce que vous pouvez répondre ?
Est-ce que, comme vous êtes là déjà et que vous êtes le médecin responsable, pas besoin de préciser. Est-ce que c'est forcément le plus expérimenté qui est leader? Je ne sais pas s'il est professeur, je n'ai pas dit. Le collègue renfort devient naturellement leader, parce qu'il arrive en renfort, donc c'est que l'autre est peut-être pas bon. Ou il faut préciser qui garde ou prend le leadership pour clarifier les rôles. Ok, écoutez, vous êtes très fort. Donc c'est effectivement ce qu'il faut faire, il faut préciser la situation, pas d'implicite. L'implicite peut générer justement du risque et donc de générer de l'accident. Et c'est ce que conseillent effectivement les experts, qui considèrent qu'il faut adopter une organisation de travail qui repose sur une identification claire du leader, un partage d'informations, une coordination et une répartition cohérente et équilibrée des tâches pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Alors, vous réalisez finalement que ce renfort est un vieil interne interchu. Il est docteur junior. Vous ne le connaissez pas, il vient d'arriver. Et il suggère d'utiliser une aide cognitive pour cette situation d'intubation impossible. Est-ce que c'est parce que c'est un aveu d'incompétence? Est-ce que c'est délétère, puisque là on est, je vous le dis, dans une situation d'intubation impossible. On voit la saturation qui va commencer à descendre. Est-ce que ça permet d'éviter les oublis et améliore la qualité de la prise en charge? Et est-ce que c'est nécessaire quand on est praticien expérimenté, puisque on connaît bien ces recommandations sur la gestion de la ventilation des voies aériennes? Alors effectivement, l'attitude à adopter, c'est effectivement de récompenser, presque de remercier cet interne qui propose d'utiliser une aide cognitive, puisque ça va diminuer effectivement la charge mentale et de ce fait améliorer la prise en charge. Et c'est ce que recommandent les experts de CRPP, c'est d'utiliser des aides cognitives qui permettent justement d'améliorer la performance. Et ça tombe bien, et c'est pour ça que les réponses sont... vous avez brillamment répondu. La Société française d'anesthésie-réanimation propose un certain nombre d'aides cognitives. Et donc voici un exemple dans le cadre de l'intubation difficile et ventilation impossible non prévue. Et voilà, donc après l'important c'est de connaître quand même ces aides cognitives, puisque si on ne les connaît pas, on ne pense pas à les utiliser. Ça c'est le point important. Et donc il faut probablement les relire, les voir, les travailler en équipe, et parfois même peut-être les retravailler pour se les approprier, puisque comme la checklist au bloc opératoire, parfois l'activité peut nécessiter quelques ajustements. Alors maintenant, vous demandez en parallèle le chariot d'intubation difficile. Un petit sondage dans l'Assemblée. Selon vous, imaginez-vous dans votre service, tout le monde connaît dans le service son emplacement. C'est évident. Tout nouvel arrivant est informé de l'emplacement des matériels utiles lors de situations critiques. Seuls les MAR et les IAT connaissent son emplacement. Est-ce que vous êtes sûr et certain que le chariot de votre service est vérifié de manière régulière? Vous ne savez pas où est ce chariot, mais vous êtes sûr que quelqu'un sait. Ok. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte sur votre sondage que dans un bloc opératoire, tout le monde ne connaît pas forcément cet emplacement. Je vous invite à faire le sondage de vous-même dans vos unités et ça peut permettre justement d'aborder ces problématiques. Et c'est vraiment ce que les experts ici suggèrent, c'est que pour la prise en charge d'une situation critique, en fait, il faut disposer de façon logique l'emplacement et l'agencement de tout matériel qui est nécessaire à sa résolution pour réduire la fréquence des événements indésirables graves liés aux soins.
avec une attention particulière sur le réapprovisionnement et la vérification du matériel, parce qu'on s'est rendu compte dans certaines littératures que malgré une organisation de service, on peut retrouver des chiffres avec moins de 75% de vérification régulière sur certains chariots, avec parfois des situations critiques qui arrivent quelques jours après le jour normal de vérification. Donc un point de vigilance ici. Finalement, l'interne en interchu ramène le chariot d'intubation difficile et sur lequel se trouve un glottiscope. Puisque le patient est devenu ventilable, vous lui proposez, comme il est docteur junior, de procéder à l'intubation du patient. D'après vous, encore une fois, selon les habitudes de service, il saura utiliser ce glottiscope parce qu'il a eu la formation en arrivant dans le service. Il ne saura pas utiliser ce dispositif parce que c'est trop compliqué. Il saura utiliser ce glottiscope parce que ça fait partie de la formation de base d'un interne. Il saura utiliser le glottiscope parce que c'est facile à utiliser. Pas besoin de formation. Il existe un référent formation chez vous, peut-être dans votre service, sur le matériel de situation critique. Plusieurs possibilités de réponse. Alors, du coup, effectivement, on se rend compte que beaucoup pensent que le glottiscope fait partie maintenant de la formation de base des internes. Or, en fait, on se rend compte que déjà, il peut y avoir des spécificités en termes de matériel. Chaque service, en réalité, a des affinités propres sur certains matériels d'intubation. Et ça, c'est valable également pour les matériels de ventilation. Ce que ici, les experts suggèrent, c'est qu'il y ait une formation, en fait, qui soit systématiquement dispensée à l'ensemble de l'équipe soignante qui va prendre en charge une situation critique avec un nouveau matériel ou aussi les interfaces numériques qui parfois nous sont imposées et sont maintenant présentes de manière très importante dans notre quotidien. Et les experts suggèrent également que des référents par service soient formés à des utilisations avancées de ce matériel. Donc, l'interne n'a pas réussi à intuber, vous reprenez la main, le patient commence à se réveiller un peu, donc vous demandez à l'interne de préparer une seringue de propofol supplémentaire. À ce moment-là, son téléphone sonne. Comment vous réagissez? Est-ce que vous lui dites de décrocher parce que c'est peut-être urgent et donc il faut répondre à l'appel? Ou vous lui dites de donner le téléphone à quelqu'un et de ne pas décrocher? Et en même temps, vous vous rendez compte qu'il va falloir préparer des curares parce que ça n'a pas été anticipé. Donc, vous lui demandez de suite parce que c'est quelque chose d'urgent. Ou vous attendez qu'il ait terminé de préparer son médicament, son propofol. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, les experts sont effectivement dans la même idée, c'est qu'effectivement, il ne faut pas interrompre surtout les étapes aboutissant à l'administration d'une thérapeutique en situation critique. Le risque d'erreur est vraiment très important. De même qu'il faut porter une attention particulière à ces nouvelles sources d'interruption de tâches d'origine technologique qui nous entourent, que sont les alarmes de moniteurs, les sonneries de téléphone, et donc d'apporter un point de vigilance. Par exemple, peut-être donner son téléphone à une personne tierce au moment de la prise en charge d'une situation critique afin d'éviter ce type d'interruption. Donc nous, on vous a proposé des fiches qui pourraient par exemple être affichées sur des zones sensibles pour que faire si je dois interrompre quelqu'un, donc avec une réflexion avant l'interruption. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que la tâche que je m'apprête à interrompre est vulnérable? Au moment où j'interromps, est-ce que je peux t'interrompre? Avoir une interruption concise, complète et courte. Et puis surtout, et c'est probablement le plus difficile, après l'interruption, de rappeler quelle était la tâche qui a été interrompue et qui était en cours par la personne. En même temps que cette situation de crise évolue, l'infirmière de bloc opératoire vous interpelle au même moment sur « Tiens, il y a une nouvelle procédure d'appel des patients, paraît-il.
Alors, vous lui répondez parce que vous savez faire 2 choses en même temps, vous êtes multitâche, ou vous lui expliquez que ce n'est pas le moment de répondre à cette question. D'ailleurs, vous en profitez pour lui demander de diminuer le niveau sonore de la musique utilisée lors de l'induction pour détendre le patient, ou à l'inverse, le fond sonore musical, ça ne vous gêne pas, au contraire. Ça détend. Peut-être. Alors, là, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous arrivez à mettre une barrière, à dire que ce n'est pas le moment, sauf qu'effectivement, on a parfois tendance à croire qu'on a cette fonction de multitâche qui est en fait, dans beaucoup d'études psychologiques, a été en fait démontré qu'il n'était pas possible réellement de faire 2 choses en même temps sans faire un nombre d'erreurs plus importantes. Donc il faut être vigilante à cette problématique de multitasking et bien sûr d'avoir ce que les experts suggèrent, une ambiance de travail qui soit adaptée avec une communication apaisée. Éviter d'élever le niveau sonore de la voix, mais être aussi intelligible, d'avoir un niveau sonore qui soit optimal pour améliorer que ce soit les performances techniques ou non techniques, et d'un autre côté, d'être assez vigilant sur les étapes qui sont vulnérables dans la résolution de crise, ici l'intubation. Alors, il ne faut pas bannir l'interruption, parce que l'interruption, elle peut être aussi parfois salvatrice, hein. Elle peut permettre aussi parfois de rattraper des erreurs en cours. Donc il faut savoir effectivement interrompre au bon moment pour les bonnes choses et toujours se poser la question de la pertinence de l'interruption. Donc ici on peut vous proposer notamment de comment réagir si vous êtes interrompu, ici dans l'exemple d'une administration de médicaments. Première chose, essayez de reporter l'interruption quand c'est possible. Il y a des études qui ont utilisé par exemple des chasubles ou des zones qui sont balisées à terre de non-interruption ou affichées, et des barrières cognitives, de garder l'ampoule de médicaments à la main, de ne pas la poser pour éviter d'en prendre une autre, de s'auto-contrôler, de faire un contrôle croisé avec le collègue et de verbaliser à haute voix, de relire notamment l'étiquette. Ici, un autre exemple de restriction de communication en période critique. On fait souvent l'analogie avec les problématiques aéronautiques. On utilise ici, par exemple, la notion de cockpit stérile qu'on retrouve en début de procédure, ici, accueil du patient, début d'acte chirurgical, et puis surtout l'induction, intubation, où on va restreindre au minimum la communication à ce qui est essentiel. Et on retrouvera cette notion de cockpit stérile avec des communications sécurisées sur la sécurité des soins en fin de procédure, en début de réveil, et notamment en transfert SSPI avec les transmissions. Donc vous finissez par intuber le patient, mais vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur d'administration médicamenteuse. Alors, vous faites remarquer à l'interne son erreur, mais étant donné les répercussions minimes, vous vous arrêtez là. Vous débrieferez de cette situation, mais plus tard, parce que là, il y a d'autres blocs à induire. Vous débrieferez de cette situation avec l'ensemble de l'équipe. Vous débrieferez uniquement avec votre interne pour ne pas le culpabiliser devant les autres. Il faudra organiser une RMM afin de réfléchir sur l'entièreté de la chaîne, aboutissant à l'erreur, où ce n'est pas la faute de l'interne, c'est le chariot qui était mal rangé. Si on vous a mis un petit exemple de ce qu'on peut retrouver parfois dans les chariots. Je pense que vous l'avez tous vécu à un moment donné. Ok. On est plutôt d'accord, effectivement. Donc les experts suggèrent ici, après une situation critique, de prendre un temps de débriefing. Ce débriefing, les experts, comme l'HAS, le conseillent plutôt à chaud. À chaud, alors c'est dès que possible. On connaît tous nos impératifs de prise en charge de patients. Néanmoins, le plus difficile, je pense, c'est d'arriver à prendre ce temps. Et plus on va s'éloigner de ce moment, plus ce sera difficile d'y revenir. Il ne faut pas faire des débriefings uniquement pour des situations où il y a eu une erreur. Il faut apprendre à faire des débriefings sur toutes les situations qui sont complexes pour pointer les points positifs et les axes d'amélioration. Les experts suggèrent, dans le même sens, de développer en réalité ce qu'on appelle la culture de sécurité, qui va prendre
englober ces problématiques de débriefing, mais aussi les RMM, d'avoir une réflexion institutionnelle, locale aussi au sein du service, en incluant l'ensemble du personnel sur la culture sécurité pour réduire les événements indésirables graves. Et ça ne peut pas s'envisager sans formation dédiée à toutes ces problématiques de facteurs humains pour améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient. Enfin, la garde de 24 heures se termine, on y est presque. On vous êtes posé à 5 heures du matin, le téléphone sonne, il est 7 heures, plus qu'une heure de garde. Le chirurgien traumato vous propose d'endormir un patient qui a une fracture de cheville à gauche pour avancer la longue liste de patients prévus aujourd'hui. Alors, comme vous êtes sympa, vous acceptez parce que ça va soulager l'équipe qui va prendre la relève. Vous refusez parce que en fait, vous attendez une entrée aux soins intensifs et puis vous gérez en fait plusieurs sites et c'est un traumatisé grave en plus qui est transféré d'un hôpital périphérique. En fait, vous refusez simplement parce que ça ne vous semble pas raisonnable. Ok. Alors, d'après vous, quelles sont les propositions vraies ? Est-ce que l'altération des performances cognitives après une garde de 24 heures est équivalente à une alcoolémie d'1 gramme par litre dans le sang ? Est-ce que pour vous, la période de nuit profonde, on va dire entre 2 heures et 6 heures, enfin le moment où on est censé dormir, est-ce que la période de nuit profonde est identifiée pour être une période vulnérable ? Est-ce que l'inertie de sommeil, après un réveil soudain, quand vous avez votre téléphone de garde qui sonne, en phase de sommeil profond, peut impacter vos fonctions cognitives plusieurs dizaines de minutes après ce coup de fil, à votre avis ? Et est-ce que quand on enchaîne de longues périodes de travail d'affilée, est-ce qu'on peut parfois ressentir cette illusion de performance qui est ressentie par détérioration de la perception de la fatigue ? On est tous d'accord. Donc c'est pour ça que les experts suggèrent en fait de prendre en compte ce risque fatigue des professionnels de santé, quels qu'ils soient, quand ils doivent prendre potentiellement en charge des situations critiques, de mettre en place des stratégies organisationnelles qui soient collectives, mais aussi individuelles, parce qu'on peut être fatigué, effectivement, comme on l'a dit, parce qu'on a une garde compliquée, parce qu'on a enchaîné des gardes, parce que d'un point de vue personnel, on a des soucis qui font qu'on est fatigué, et donc il faut savoir oser dire, avec une certaine assertivité, il faut communiquer sur ces problématiques, s'en rendre compte, pour pouvoir lutter et diminuer les fréquences des événements indésirables graves. De la même façon, il faut adapter la charge de travail aux effectifs présents pour répartir de façon efficace les ressources, pour pouvoir répondre potentiellement à une situation de crise. On pense notamment au nombre de salles d'intervention qu'on peut être amené à surveiller au bloc opératoire, ou quand on est sur plusieurs sites comme ça en garde, de toujours avoir la pensée qu'une situation critique peut survenir. Donc, il me reste à vous remercier de votre attention, à remercier l'ensemble des experts qui ont collaboré pour faire ce premier travail, je le rappelle, sur les facteurs humains pour une société savante. J'espère que notre présentation vous donnera envie de lire ces recommandations, de vous les approprier, de les diffuser, parce qu'en fait, le vrai challenge, c'est après, c'est de faire en sorte que ces recommandations vivent après cette écriture, et vous donne envie de faire des formations, de mettre en route des formations et aussi de mettre en route des études qui permettront de donner plus de poids aux futures recommandations professionnelles de santé pour, pourquoi pas, aboutir à des RFE un jour. Merci à tous. Et puis, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je tenais encore une fois à ajouter un dernier point, c'est effectivement un certain nombre d'outils qu'on vous a proposés. C'est des outils qui sont du bon sens, et c'est des outils qui sont nécessaires pour nos patients et qui sont aussi les outils nécessaires de la coopération à laquelle nous allons devoir de plus en plus faire face, que nous allons devoir de plus en plus développer.
Et l'enjeu, ce sera aussi d'aller vers les chirurgiens pour ces aspects-là, mais pas que. Tous les professionnels de santé vont pouvoir s'approprier ces outils-là parce qu'ils sont nécessaires. Merci beaucoup. Alors, avant qu'il y ait quelques questions, on a 5 minutes pour poser des questions. Je voudrais un tout petit peu enfoncer le clou. Alors, moi, je suis complètement extérieur à CRPP. Je les ai juste relus en tant que membre du CRC. On a fait des allers-retours, comme on fait à chaque fois. Allez les voir. Vraiment, c'est un travail remarquable. Là, on n'a pas le temps, mais lisez les argumentaires. Derrière tout ça, il y a de la science. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on parlait d'objectifs de pression artérielle. Ça nous parle, c'est des chiffres, c'est facile. Il y a des études. Mais en fait, il y a une littérature monstrueuse, qui est d'ailleurs excellemment bien résumée dans les argumentaires de cette ERPP, qui montre que tout ce qu'on vous dit là, comme pouvant paraître du bon sens, c'est de la science. C'est-à-dire que derrière, c'est pas des RFE, parce qu'on n'en est pas encore au stade d'avoir montré que ça change la mortalité des patients. Donc c'est des endpoints un tout petit peu moins ambitieux, mais qui sont quand même pas négligeables sur la sécurité, sur la performance, et des choses comme ça. Et derrière, tout ça, c'est de la science. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire avant de passer la parole, c'est que là, vous avez bien répondu. Et quelque part, c'est facile parce qu'on ne vit pas vraiment la situation et on est assis dans notre fauteuil et on se dit, bah oui, c'est évident. Mais non, je ne lui dis pas de décrocher son téléphone. Mais maintenant, moi, je l'ai fait depuis ces textes. Regardez ce que vous faites vraiment. Vous, vos collègues dans le service. Eh ben, on le décroche, ce purée de téléphone. Et on se fait interrompre alors qu'on est en train d'injecter la tracurium. C'est tous les jours. Et il faut vraiment réussir à s'accaparer tout ce que vous avez écrit. Ils sont trop modestes pour le dire, mais il faut vraiment qu'on importe toute cette culture. Vous avez vu, ça balaye 3 champs, mais de sécurité, de verbalisation. Dernière chose, vous verrez quand vous téléchargez le document, il y a énormément, c'est la RPP depuis que je suis au service, il y a un nombre d'annexes énormes qui sont des outils pour comprendre la communication, la boucle fermée, les exemples de briefing. Il y a des textes à trous, des trames, pour que vous puissiez tout de suite vous approprier ces outils et dès demain s'en servir. Parce qu'honnêtement, quand on vous dit de faire de la communication sécurisée, moi je ne savais pas ce que c'était. Et honnêtement, alors j'ai eu le droit de lire ces textes en avant-première, et par exemple aujourd'hui, moi quand j'injecte des curares, je le fais et je demande toujours à Liad de confirmer qu'elle a bien entendu ce que je faisais. Et je vous assure qu'en 3 mois, ça m'a empêché de faire 2 boulettes. Donc vraiment, allez les lire, c'est de la vraie science et c'est pas juste enfoncer des portes ouvertes et du bon sens que c'est RPP. Une question. Vous m'entendez ? Oui, à peu près. À peu près. Bonjour, Pierre Clerget, je suis PH à Bordeaux. Dans ces RPP, merci beaucoup déjà de nous les avoir partagés. J'avais une question qui vient un peu à la suite. C'est la simulation pour pouvoir travailler à les mettre en place. Est-ce que vous avez discuté au moment de la rédaction de ces RPP de proposer des programmes réguliers de formation ou de recertification comme ce que peuvent faire les pilotes de ligne? Oui, c'est le 4e champ de ces RPP, la formation. Donc on précise effectivement un certain nombre de contenus qui peuvent être abordés en formation. Sur la modalité de formation, il y a évidemment différents types de modalités possibles. Les pilotes se forment avec des cours, on va dire, quasiment magistraux au départ, mais ils se forment aussi avec de la simulation. Donc c'est des modalités différentes. Il y a aussi des jeux sérieux, il y a des escape games, et c'est ce qui est entre guillemets beau aujourd'hui, c'est qu'on a en 2022 énormément d'outils, de technologies sur le plan pédagogique aussi pour enseigner les choses, notamment sur les comportements humains. Donc là, la simulation fait partie évidemment des outils possibles pour former. Et voilà. L'avantage, c'était un petit point que j'avais en tête, c'est que l'anesthésie-réanimation s'est emparée rapidement de la simulation. Et elle s'empare aussi aujourd'hui rapidement des facteurs humains. Donc ça devrait être facile pour notre discipline. J'ai une question d'ailleurs par rapport à ça. Sur le débriefing, je suis derrière vous. Derrière Non, vous. je suis juste là. Ah, pardon. Elle est là. Par rapport au débriefing, justement, en simulation, on nous apprend que le débriefing est vraiment un temps très important où les gens qui sont formés en fait à faire du débriefing. Là, dans les recommandations, vous nous dites justement d'aller au débriefing rapidement. Donc forcément, tout le monde n'est pas formé à gérer un débriefing. Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que vaut mieux la parole dans l'instant, tout de suite, plutôt que d'attendre peut-être que quelqu'un de formé arrive le lendemain matin pour reprendre un peu la situation à froid? Alors, il est vrai que le débriefing est un exercice qui est compliqué.
C'est pour ça qu'on essaye de vous donner des outils à travers ces RPP pour avoir une base de débriefing que vous pouvez aussi retrouver sur l'HAS. On n'est pas les premiers à avoir réfléchi sur ce domaine-là. Et alors, il est évident que si vous avez au sein de votre service une personne qui a l'habitude de faire du débriefing, et notamment le débriefing de simulation qui peut reprendre des bases assez claires de débriefing, c'est plus simple. Néanmoins, encore une fois, le risque, c'est de passer à autre chose et d'oublier et de se dire bon, ben, c'est trop tard. Effectivement, on s'est rendu compte que les phases qui n'ont pas réellement été débriefées, j'ai fait une RMM il y a peu de temps où il n'y avait pas eu de débriefing sur une situation critique. Et en fait, pendant la RMM, on s'est trouvé à faire du débriefing bien plus tardif. Et là, il y a beaucoup de choses qui ressortent et c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être effectivement de prendre un temps simple, pas forcément de rentrer dans des détails, et puis de scinder le débriefing en plusieurs parties, mais en tout cas ne pas le laisser de côté. Il y a une question là-bas. Je vais être un peu prudent pour avoir eu la chance justement de passer à l'IRBA, et aussi on a la chance, à Nancy, nous on ne s'est pas cassé la tête, on a fait venir les équipages de la BA 133 nous apprendre la technique, enfin essayer de nous apprendre la technique de débriefing, etc., de facteur humain. Où je pense qu'il faut faire attention, c'est que ce que je vois dans la simulation, qui est importante, vous l'avez dit, c'est qu'il faut bien le reconnaître, la moitié des formateurs ne sont pas formés au facteur humain. Ils font de la simulation, il y a des DU de simulation, etc. Et donc là, vous avez abordé un point très important sur lequel moi je suis extrêmement prudent, c'est les techniques de débriefing. Et on voit bien quand la moitié des formateurs à la fac de médecine qui font les simulations des externes, etc., honnêtement, c'est pas terrible, hein, et on le sait tous. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention. La simulation est un très bel outil, comme vous l'avez dit, mais l'apprentissage des facteurs humains, et vous l'avez vraiment bien souligné, c'est un vrai métier. Et si on veut progresser en anesthésie, si on croit qu'avec la simulation, ça va être génial, je pense qu'on fait fausse route. Il va falloir qu'on soit un certain nombre de gens à être formés en facteurs humains. Bon, c'est vrai qu'à l'IRBA, ils ont fait des trucs exceptionnel, hein, mais surtout vraiment insister sur le fait que les gens qui vont faire ce que vous avez dit, les techniques de débriefing ou autres, soient formés à ça, parce que sinon, c'est catastrophique. On le connaît, on le sait tous, on casse les gens. Mais enfin, encore bravo pour ce travail. Moi, je l'ai vu un peu en backup. Je sais qu'il y a eu des heures et des heures d'échanges. Donc, merci pour ce travail qui n'était pas évident. Après, je ne sais pas si votre ambition est que l'intégralité de nos collègues suivent tout de suite les 60 et quelques pages. Il faut probablement se focaliser et implémenter les choses petit à petit. Ici, moi, je n'ai pas été particulièrement formé. J'ai, depuis 2 mois, essayé de faire de la communication en boucle fermée sur des temps importants et d'arrêter de répondre à mon téléphone parce que je savais faire 3 choses à la fois. Déjà, c'est peut-être pas mal. Et puis après, on implémente et on progresse et on travaille en équipe et on implémente les RMM. Mais je pense que même si finalement, dès demain, j'en fais que 2 et puis après, on fera mieux, je crois que c'est déjà un progrès de rentrer dans la démarche, quoi. C'est ça, de sensibiliser les équipes et de mettre petit à petit, petit caillou par petit caillou pour avancer ensemble. Je pense que c'est... Absolument. Et puis, c'est pour rebondir sur ces 2 points qui viennent d'être dits. C'est quand on pose une ECMO en percutanée, c'est une technique. Il y a un apprentissage, c'est technique, bon, mais débriefer, c'est pareil. Communiquer en boucle fermée, c'est pareil. C'est des choses qui c'est pas parce que c'est juste du langage ou du comportement que c'est accessible comme ça. Donc, effectivement, ça s'apprend. Et je pense que il y a des outils pour lesquels, effectivement, à titre individuel, on peut être très efficace. Et typiquement, voilà, parler tout seul à la pièce opératoire, au bloc opératoire. On peut passer pour un fou au début, mais en fait, bon, quelque part, les gens sont contents parce qu'ils sont au courant. Vous êtes en train d'intuber ou vous avez un cuirarisé, mais ce qui vraiment, je pense que le shift, ça va être vraiment que tout le monde s'approprie ces choses-là et que le chirurgien n'arrive pas au moment de l'induction, qu'il soit déjà là au premier temps de la checklist. Ça viendra, mais il y a aussi la question du temps disponible, des ressources, etc. Donc, pour l'instant, il faut considérer faut être réaliste. Il y a un mode dégradé probablement aujourd'hui à l'hôpital de contenu des ressources, donc on fait ce qu'on peut. Il faut commencer petit et puis s'approprier les outils, les tester. Les chasubles, il y a des endroits où ça ne marche pas. Il y a des endroits où en fait celui qui a la chasuble, c'est celui qu'on va interrompre.
Donc c'est en fait dans l'autre sens qu'il faut peut-être tester. Et puis il y a des services où les chasubles marchent très bien. Je pense à l'Oncopole, ils ont testé des choses. Dans un CHU, un autre CHU, ils ont fait autre chose. Donc voilà, après c'est des cultures locales qu'il faut aussi s'approprier, quoi. Une dernière question courte. Merci, bonjour. Je voudrais recompléter la question sur le cas de figure où on est 2 jours. Il y a une complication grave au bloc opératoire, l'intubation difficile. Il y a eu 15 minutes où tout le monde s'est purgé les surrénales. J'ai entendu, on fait un débriefing bref à la fin à chaud. On fera une RMM après. Dans l'équipe, on s'était posé la question, on n'avait pas la réponse. Est-ce que ce professionnel doit continuer sa journée par la suite ou est-ce qu'il doit être mis sur une tâche peut-être plus cool, je ne sais pas, des consultations, ou est-ce que vous avez abordé ce sujet dans ces recos? On n'a pas abordé ce sujet dans les recommandations, mais effectivement, c'est une vraie question que vous posez, parce qu'on se rend compte qu'en réel, l'impact psychologique suite à une erreur médicamenteuse, elle est très perturbante pour la personne qui était à l'origine de la problématique. Et effectivement, pour l'avoir vécu plusieurs fois en débriefant, on se rend compte qu'il n'est plus possible de faire grand-chose pendant un certain temps, qui est variable d'une personne à une autre. Hein. Donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé dans les recommandations, mais avec du bon sens, encore une fois, effectivement, je pense qu'il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas alléger la charge mentale de travail, en tout cas pour ces personnes-là. Je pense que le plus simple, c'est déjà lui demander comment il se sent, après s'il dit oui ou non. Il y a des hôpitaux, des structures où ils ont mis en place aussi des accompagnements de ce qu'on appelle seconde victime, donc les soignants qui ont été impactés dans un accident, la première victime étant le patient. Et ils ont mis en place des systèmes de réponse rapide, c'est-à-dire qu'ils font une extraction du soignant avec un psychologue, donc pour éviter justement les stress post-traumatiques et les problématiques qui peuvent être longues après. Mais voilà, on ne l'a pas abordé, mais c'est connexe, c'est des sujets qui sont dans certains articles parfois un petit peu touchés du doigt. Là, le scope était vraiment en situation critique, mais évidemment, l'étape d'après, c'est la routine, c'est l'organisation, c'est les interactions avec les autres entités de l'hôpital, enfin, c'est vaste. Merci. Oui, moi je voudrais juste répondre. En fait, j'ai fait du coup une revue de la littérature sur la seconde victime, et en fait, oui, l'impact il est majeur dans les 4 heures qui suivent l'accident. Donc il vaut mieux effectivement que l'organisation prévoit de pouvoir arrêter la personne ou de la diriger vers d'autres tâches, voilà, pour éviter une 3e victime potentielle qui est le patient suivant. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette session. Je vous rappelle que demain, à la même heure, au même endroit, la présentation des 3 autres référentiels 2022 de l'ASFAR. Et puis,